Salut les fans de comics. Vous vous êtes probablement déjà pris en pleine gueule le trailer de Luke Cage, la prochaine série de super-héros de Netflix qui sort le 30 septembre. Mike Colter y reprend le personnage qu'il avait déjà eu dans la série Jessica Jones, en attendant la série qui va les rassembler tous, les Defenders. Mais ce personnage n'a pas attendu 2016 pour voir le jour. On vous invite donc aujourd'hui à découvrir les origines de Luke Cage, parfois appelé Power Man. Luke Cage est un personnage créé par Marvel Comics en 1972, en plein cœur de la Blaxploitation. Mais si, vous savez, la Blaxploitation, c'est ces films avec des acteurs, des producteurs, avec tout le monde issu de la communauté afro-américaine, avec des propos souvent très militants, de la bande-son avec du funk, de la soul music, et ça nous a donné quelques gros classiques comme Shaft, ou d'autres films moins classiques comme Blackula. Si, Blackula. Luke Cage naît donc sous la plume d'Archie Goodwin et le crayon de George Tuska, largement aidé par un John Romita Sr. Crédité vite fait. Chose assez rare à l'époque, il sortira directement sous son propre titre dans sa propre série qui s'appellera Luke Cage Hero for Hire, héros à louer, on verra après pourquoi. C'est quelque chose qui était très rare à l'époque et c'est le premier héros afro-américain à sortir avec son nom en couverture, même si Black Panther existait depuis 1966. Issu du ghetto de Harlem, celui qui s'appelle alors Carl Lucas donne un petit peu dans la petite délinquance, mais en bon héros, il va tomber pour un crime qu'il n'a pas commis. Il se retrouve alors en prison et subit des expériences en étant plus ou moins volontaire, ça tourne assez mal, et il se retrouve, étonnamment, avec une super force et une peau à l'épreuve des balles. Ça va lui permettre de briser les murs de la prison, de se barrer, et il se retrouve alors à New York et va changer son nom en Luke Cage. Il commencera sa carrière en louant ses services de super-héros. Enfin bon, quand il peut se faire payer, parce que quand même il est sympa, il fera des prix pour les petites vieilles et les orphelins. Une chose intéressante aussi, c'est qu'il aura assez rapidement une relation avec une femme qui s'appelle Claire Temple. Claire Temple, on la retrouve dans les séries de Netflix. En fait, les deux personnages de Claire Temple et de la Night Nurse ont été mêlés pour n'en faire plus qu'un. Mais voilà, la Blaxploitation c'était une mode, elle passe. Et une autre mode qui passe rapidement au début des années 70, c'est celle des films de kung-fu et d'arts martiaux. Du coup, on a deux séries qui sont en train de décliner. Power Man d'un côté, de l'autre côté Iron Fist, spécialiste des arts martiaux. Marvel décide alors de rassembler les deux personnages dans une seule et même série. À partir du numéro 48, Power Man accueille Iron Fist, et à partir du 50, c'est carrément renommé en Power Man and Iron Fist. Les premiers numéros du nouveau duo seront servis par l'ancienne équipe d'Iron Fist, qui a été rendue célèbre surtout par la série X-Men, à savoir Chris Claremont à l'écriture et John Byrne au dessin. C'est pas de la petite bière. Du coup, ils vont même nous rappeler un petit peu les origines pour que les nouveaux lecteurs puissent raccrocher les wagons. Si vous devez démarrer quelque part, c'est peut-être par là. Ensuite, la série, honnêtement, va connaître des hauts et des bas, et les ventes vont recommencer à baisser sérieusement, jusqu'à ce qu'un petit génie arrive sur la série, le dénommé Jim Owsley, également connu sous le nom de Christopher Priest. Jim Owsley, c'est un écrivain qui va immédiatement mettre sa patte. Déjà, il est afro-américain, donc il va être beaucoup plus proche du personnage de Luke Cage. Il tient souvent des propos militants. Il s'est fait connaître par la mini-série Falcon en 1982. On retrouve souvent des archétypes dans l'écriture d'Owsley, une écriture plus mature, souvent plus noire. Et puis avec des personnages un petit peu récurrents, un archétype qu'il aime bien, c'est le flic super badass, des personnages un peu marginaux, un peu mystérieux. Bref, ça va carrément changer, ça va même carrément décaper. Owsley écrira donc la série du numéro 111 au numéro 125, mais malgré cette qualité sans cesse montante et un très bon traitement aussi du personnage d'Iron Fist, les ventes ne cessent de baisser et la série va être annulée. Pour vraiment l'annuler et pour que l'éditeur montre aussi sa frustration, il lui demande de tuer le personnage d'Iron Fist de la façon la plus absurde possible, et c'est ce qu'il va faire. Absurde, mais c'est bien écrit et c'est poignant. Cage ne reviendra sur le devant de la scène qu'en 1992 avec une série qui s'appelle Cage, et dont les 20 épisodes sont largement oubliables. Petit détail par contre, il y abandonne son costume kitschissime. On le retrouve par contre en 2002 sous la plume de Brian Azzarello et dessiné par Richard Corben. Si, Richard Corben, vous savez, il avait fait énormément de science-fiction dans des magazines comme Métal Hurlant dans les années 70-80, et en général il aime bien les gros muscles et les boobs. D'ailleurs, il y aura des scènes de nu, certaines un petit peu censurées, parce que Luke Cage se baladait un petit peu le
Sgegalair. Dans les années 2000, c'est Brian Bendis qui va vraiment redonner du corps à Luke Cage avec un gros changement de look, et puis il va lui faire intégrer les Avengers, même les diriger par moments, et enfin il le fera épouser Jessica Jones, à qui il fera un bébé, dont on ne sait pas encore si elle va avoir des super pouvoirs, mais elle aura probablement des super pouvoirs. Cage dirigera ensuite les Thunderbolts, c'est une espèce d'équipe de criminels un peu dans le style Suicide Squad, et rejoindra finalement ensuite les Avengers. C'est donc un personnage haut en couleur et avec un lourd passé qui va se lancer dans sa propre série le 30 septembre. Et il y a fort à parier que ça va tout casser, Sweet Christmas.